campagne pour le 12 février. Ce soir, coup de projecteur sur la réforme de la fiscalité des entreprises, la RIE3, et sur un point particulier, ce qu'impliqueront les pertes de recettes fiscales. Pascal Jeanrat. Pour remplacer les statuts spéciaux, la réforme propose une série de déductions, une sorte de boîte à outils. Sauf que l'utilisation de ces outils ne sera définie qu'après la votation par le Conseil fédéral via des ordonnances et par les pratiques des services d'Oulima horaire et puis par les cantons qui n'ont pas tous décidé ou annoncé quelle lame ou quel type de lame ou quelle longueur de lame seront autorisées sur leur territoire. Et c'est important car les allègements pour les revenus issus des brevets, par exemple, concernent aussi des revenus de licence, comme par exemple les logiciels, toute l'industrie informatique, par exemple Uber ou par exemple Booking, ou même des banques, pourraient revendiquer cette déduction. Pareil pour la surdéduction des frais de recherche et développement prévue, donc une déduction de 1,5 fois les frais de recherche et développement. Ça, c'est une mesure ciblée non pas pharma, mais plutôt innovation. Et bien d'autres entreprises, pas forcément innovantes, pourraient aussi la revendiquer, comme par exemple des assurances. Troisième déduction, les intérêts notionnels, cette déduction sur les revenus théoriques du capital non investi. Là aussi, quel montant pourrait être inclus dans ces déductions? Nombre d'entreprises, ça reste encore indéfini. Alors il y a certes une limite, 80% maximum du bénéfice pourra être soustrait de l'impôt, mais ça fait quand même une grande marge et une grande incertitude pour les électeurs face à cette décision par rapport aux pertes fiscales à attendre. En même temps, eh bien, il faut le savoir, c'est vrai, c'est les arguments des personnes en faveur de cette réforme. Supprimer les statuts spéciaux sans introduire de nouvelles déductions, c'est prendre le risque de voir des entreprises partir, des emplois partir, et adieu aussi aux recettes fiscales. En Suisse, le Conseil fédéral se prononce sur le tournant numérique. Il s'agit de la nouvelle économie de type Uber. Il estime que la Suisse en profitera sans qu'il soit besoin d'une nouvelle loi pour l'encadrer. Loïs Siguen-Lopez. Partout, le numérique agite l'économie. Les transports avec le service de chauffeurs privés Uber ou l'hôtellerie avec la plateforme de location d'appartements Airbnb. Plusieurs pays d'Europe interdisent ou légifèrent, mais en Suisse, le Conseil fédéral estime dans un rapport que le pays est prêt pour cette économie et qu'aucune nouvelle loi n'est nécessaire. Avec nos lois, qui sont des lois de cadre, on a la possibilité de réagir dans ce contexte beaucoup plus vite que nos voisins le doivent faire dans leurs lois très serrées. La solution numérique suisse en 2 mots, surveiller et laisser faire. Du côté des syndicats, la position est plus critique. L'économie n'a peut-être pas besoin de lois supplémentaires, mais les travailleurs, oui, il leur faut plus de protection. Ce sont aussi les salariés qui doivent profiter de cette digitalisation, c'est tout clair. Et ce sont les femmes dans des bureaux qui ont 40 ans ou 45 ans qui sont en danger maintenant. Et ce qu'il faut faire, c'est une protection contre le licenciement et des investissements dans la formation. Mais rien de tel n'est prévu, en tout cas pour l'instant. On veut tout d'abord comprendre le système, ce qui est le nouvel monde. Et pour cette tâche, il nous faut un tout petit peu de temps. Le digital garde une part de mystère pour le Conseil fédéral. Patience donc, mais pas sûr que l'économie numérique... Je vous le disais en titre, la Suisse fait toujours partie des nations qui investissent le plus dans la recherche, presque 16 milliards en 2015. À l'Office fédéral de la statistique qui publie ces chiffres, on se dit surpris de l'augmentation des dépenses dans ce domaine, compte tenu du contexte d'incertitude économique et du franc fort. Pierre Nebel. Rien n'y fait, les entreprises suisses investissent toujours plus dans la recherche et le développement, malgré les incertitudes liées au 9 février et malgré le choc de l'abandon du taux plancher face à l'euro. Les dépenses de recherche et de développement ont continué à progresser pour atteindre 15,7 milliards en 2015, soit une progression de 10% par rapport à 2012. Personnellement, je me serais attendu à un recul des investissements dans la recherche et le développement. Ces 10% d'augmentation, c'est une très bonne nouvelle. C'est la preuve que la recherche en Suisse est en bonne forme. C'est en particulier les dépenses dans la recherche fondamentale pharmaceutique qui ont contribué à cette progression. Par contre, les PME de moins de 50 employés ont sensiblement diminué leurs investissements.
Ce que nous supposons, c'est que l'abandon du taux plancher par la Banque nationale a désécurisé cette catégorie d'entreprises, tout particulièrement. Les études internationales vont dans ce sens-là et ce sont elles qui ont surtout réduit leurs dépenses. Mais la tonalité est surtout positive. En comparaison internationale, la Suisse est au 4e rang des nations qui investissent le plus dans la recherche et le développement, derrière Israël et le Japon, mais devant l'Autriche, la Finlande, la Suède ou l'Allemagne. La Suisse a une combinaison de forces, un marché du travail libéral, une taxation modérée et des universités de top niveau. Et puis, manifestement, les incertitudes liées au 9 février n'ont pas fait peur aux entreprises qui semblent avoir gardé foi dans le monde politique pour qu'il trouve une solution au problème. Le sujet a déjà suscité des passions politiques. Nous voterons sur la stratégie énergétique 2050. C'est tout l'enjeu notamment de la sortie du nucléaire. L'UDC annonce avoir récolté le nombre de signatures nécessaires pour que le référendum aboutisse. Loïc Siguen-Lopez. Ils ne sont pas venus pour jouer. 400 personnes, des professionnels et des politiques, au congrès annuel de l'électricité. Parmi eux, un président de parti venu annoncer à l'industrie qu'il a récolté assez de signatures pour contrer la stratégie énergétique du Conseil fédéral, un tournant jugé trop cher par un UDC heureux aujourd'hui. Il faut toujours être de bonne humeur en politique, mais c'est clair qu'on se réjouit qu'on a assez de signatures. C'était pas très facile, les gens n'étaient pas au courant de la stratégie énergétique. La fêtière de l'industrie entend, mais réserve son jugement. C'est au peuple de décider quels éléments il veut accepter, quels éléments il ne veut pas accepter, s'il veut accepter la stratégie en global ou non. Mais la plupart des entreprises sont plus loquaces. Elles balaient l'argument d'une stratégie trop chère, principal argument de l'UDC. Nous, on a démontré à Delémont qu'on arrivait à atteindre les objectifs de la stratégie 2050 sans toucher ni au porte-monnaie ni au confort des gens. Donc nous, on a fondé la stratégie 2050. C'est que cette stratégie prévoit des subventions pour une industrie plus verte. On ferait bien de soutenir fortement l'énergie hydraulique. Une énergie propre et sans CO2 que l'on produit en Suisse, il faut lui donner un avenir. Ils vont soutenir la stratégie à cause des subventions, pas parce qu'elle est bonne. Les signatures du parti doivent encore être validées auprès des autorités. Le peuple dira ensuite en mai s'il se laisse tenter par le référendum de l'UDC. C'est un projet qui a changé la vie quotidienne de nombreux travailleurs. La plateforme de covoiturage de l'Arc jurassien fête ses 5 ans. Un site internet, une centrale téléphonique pour mettre les travailleurs en contact, mais aussi des concours pour les encourager à partager leur véhicule. À plusieurs, c'est meilleur, c'est leur slogan. Le pari est tenu, le covoiturage a doublé dans les entreprises participantes. Julien Chiffel. Fin de journée pour ces deux collègues. Retour à Morteau en France, à 40 km de leur lieu de travail. Et comme d'habitude, ça se passe en covoiturage. Soit ça parle, soit ça dort, soit ça peut être la bonne partie de rigolade pendant 40 minutes. Et puis voilà. C'est pratique, c'est reposant, c'est convivial. Leur entreprise est l'une des 100 à participer au projet Covoiturage Arc Jurassien. Elle représente 30 000 employés et ça marche. Aujourd'hui, un quart partagent leur voiture pour se rendre au travail. On a tous les numéros de téléphone, les portables de chacun. Et en fonction de s'il y a une absence de dernière minute pour maladie, pour ne serait-ce quelle autre raison, on se prévient. Une cinquantaine d'aires de covoiturage est à disposition sur tout l'arc jurassien. De quoi lutter contre les bouchons et combler le manque d'offres de transport public dans ces régions frontalières. On en rêve, mais la seule qui existe actuellement, c'est le train des horlogers depuis Pontarlier jusqu'à Avalorbe. C'est tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, Covoiturage Arc Jurassien, c'est 6000 covoitureurs, mais la directrice veut aller plus loin. Dans cette phase de maturation, nous souhaitons passer du covoiturage transfrontalier, qui était notre cœur de cible sur les 2 premières phases, à un covoiturage qui concerne maintenant l'ensemble de l'arc jurassien franco-suisse, donc y compris les déplacements franco-français et suisse-au-suisse. Pour promouvoir le covoiturage des deux côtés de la frontière, le projet dispose d'une enveloppe de près de 2 millions de francs sur 3 ans, financée par la France et la Suisse. La base aérienne de Sion se prépare à assurer la sécurité du ciel durant le World Economic Forum de Davos qui débute mardi. Un dispositif renforcé cette année, plus de 800 militaires mobilisés. Des avions de chasse FA-18 équipés de munitions décolleront à peu près chaque demi-heure de Sion, de 7h le matin à minuit, durant les 5 jours de conférence à Davos.
L'État et les syndicats à la table des négociations dès aujourd'hui. Objectif, s'accorder sur des solutions pour recapitaliser la caisse de pension des fonctionnaires. C'est qu'il manque plusieurs milliards de francs pour atteindre le taux de couverture de 80% d'ici 2052. Augmenter l'âge de la retraite, baisser les rentes sont par exemple des solutions possibles. Si l'État ne s'exprime pas encore, l'un des syndicats espère en tout cas que les mesures seront moins dures pour les fonctionnaires. L'État possède passablement de terrains, d'immeubles. Ceci pourrait être une des solutions. Y en a-t-il d'autres possibles? Est-ce que l'État nous proposera des choses comme ça? C'est ce qu'on espère. J-1 pour les socialistes vaudois. Ils s'apprêtent à vivre un congrès tendu demain. 3 femmes vont chercher à rejoindre Pierre-Yves Maillard et Nouria Gorité sur le ticket du PS pour l'élection au Conseil d'État. Ce sont 3 visions de la gauche qui s'affrontent depuis plusieurs semaines. Yvan Thorimbert et Jérôme Galichet. Derrière les sourires, le choc de 3 ambitions. 3 femmes, 3 socialistes, mais une seule place sur le ticket de la gauche vaudoise avec Pierre-Yves Maillard et Nouria Gorité pour défendre la majorité au gouvernement. Il y a d'abord l'intellectuelle Cécile Amarel, doctorat en droit, professeure à l'UNI, conseillère nationale à la gauche du PS. Elle a déjà son programme. Mettre en place des systèmes de travail temporaire, par exemple, pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans, permettre que les services des bourses d'études fonctionnent très rapidement. À l'autre extrême, l'anti-élite, Roxane Meyer-Keller, un CFC d'employés de commerce, aujourd'hui syndic d'Avanches, elle a pour elle la chaleur de la ruralité vaudoise et en fait son argument de campagne. Je suis peut-être quelqu'un de pragmatique, d'assez nature, dans le sens où je ne mâche pas mes mots. Tout ce qui a trait à la famille, à l'emploi, c'est quelque chose qui me préoccupe, c'est quelque chose de la vie quotidienne qui touche les gens. Troisième prétendante, la consensuelle Fabienne Frémont-Canton. Diplômée d'HEC municipale à Nyon, elle veut incarner le rassemblement et insiste sur sa principale force. C'est mes 10 ans d'exécutif. Avec des dossiers qui ont avancé dans une ville qui est de droite, avec des majorités de droite. Donc je sais travailler avec des adversaires politiques. 3 profils bien différents. Votre devise? Il faut allier le pessimisme de l'intelligence avec l'optimisme de l'action. Demain est un autre jour. Qui tente rien n'a rien. Mais si la championne désignée demain échoue finalement au printemps devant le peuple au premier tour, la très médiatique Géraldine Savary l'a déjà fait savoir dans la presse, elle est prête à se lancer dans la course pour sauver le siège socialiste.